Bonjour, c'est Ketevan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Dans La prisonnière, au sujet de la manière dont un artiste donne une vision propre dans une œuvre et de nouveaux yeux aux spectateurs de son œuvre, Proust écrit « Si nous allions dans Mars et dans Vénus en gardant les mêmes sens, ils revêtiraient du même aspect que les choses de la Terre tout ce que nous pourrions voir. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. » Un voyage, interroge donc Proust, est-il vraiment un voyage si nous ne parvenons pas à changer de regard, si nous restons entièrement nous-mêmes dans notre manière d'appréhender les choses, le monde et celui que nous étions avant de partir? C'est ce qu'interroge cette histoire qu'une jeune femme a commencé à raconter sur Twitter et qui nous a intrigués. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média, et ce récit est signé Judith Chetrit. Donc, je suis étudiante en école de commerce. Dans le cadre de mes études, de mon master, du coup, j'ai besoin, pour valider mes études, de faire un échange à l'étranger. Depuis le début, je sais très bien que j'aimerais aller en Asie, plus spécifiquement dans la zone Asie du Sud-Est. Au début, mon choix, c'était plutôt Singapour, puisque c'était une position très centrale en Asie, une cité-État qui est très développée, qui a sa renommée à l'international. Mais comme je suis étudiante, au niveau du budget à aligner pour espérer profiter pleinement de cette expérience, je me dis que ce serait peut-être un petit peu court en termes de budget. Donc je regarde les destinations aux alentours et je me rends compte que parmi les destinations que je présélectionne, il y a la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches et des témoignages que je récolte sur l'Indonésie, ça change complètement la vision que j'ai de ce pays que je ne connais pas du tout au départ. Pour moi, l'Indonésie, c'était un pays très très lointain que j'aurais déjà du mal à avoir positionné sur une carte. Je connaissais pas du tout Jakarta. J'avais l'image en fait mentale que c'était une ville tentaculaire d'Asie du Sud-Est, que la vie était assez compliquée, mais d'un côté une vision aussi paradisiaque du pays avec Bali, ses plages, ses paysages à couper le souffle, etc. J'ai 20 ans, donc je suis jamais partie aussi loin, je suis jamais partie aussi longtemps, c'est quand même un semestre. Je suis jamais partie aussi seule, entre guillemets, même si je suis accompagnée d'une bonne amie de mon école, je considère quand même que c'est une expérience de vie qui diffère totalement de ce que j'ai pu vivre avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis, puisque là, pour le coup, on part vraiment en binôme et je pars dans un but très précis qui est d'avoir une expérience et de faire mon échange académique. Donc pour moi, en fait, ce voyage, je recherche aussi à prouver à mes proches que je suis capable de faire des choses par moi-même. Et en fait, inconsciemment, je pense que c'est aussi un moyen de couper le cordon avec ma famille, même si ça fait 3 ans que j'habite seule à Paris, puisque ça fait 3 ans que j'étudie dans cette école. C'est également une preuve que je suis passée à autre chose, que j'ai déployé mes ailes en quelque sorte. Donc c'est ce que j'attends de ce voyage avant de partir.
Donc voilà, je reçois la confirmation officielle au mois de mai à peu près, et le départ est prévu pour début mi-août puisque la rentrée démarre en septembre. Et à partir de ce moment-là, il faut vraiment que je me prépare le plus possible. Donc là, j'accélère totalement mes recherches. Tous les jours, je fais des recherches sur l'Indonésie, ce qui s'y passe, ce qu'il faut faire, les écueils à éviter. Et là, je veux être sûre que cette expérience va bien se dérouler du début à la fin et que je ne veux avoir aucune surprise tout au long de mon expérience en Indonésie. Donc, on arrive à Jakarta. On est en août. Première impression, il fait très, 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 très chaud. En fait, il fait tellement chaud que j'ai du mal à me dire que j'ai été préparée à ça à travers toutes mes recherches. C'est-à-dire que ce que je mets en lien dans ce que j'ai lu, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir avec ce que j'expérimente là sur le moment. 35 degrés, mais avec un taux d'humidité de 85%. On se retrouve dans le hall avec des Indonésiens qui nous tournent autour dans tous les sens pour essayer qu'on monte dans leur taxi. Et en fait, tout de suite, on sent l'effervescence de cette ville incroyable. Et on se dit, bon, ok, là, on est dans le bain, on est loin de tout, on est à l'autre bout du monde. Et en plus, avec mon ami, on se dit, on vit l'aventure jusqu'au bout, on vit cette expérience incroyable jusqu'au bout. Et foutu pour foutu, on prend une seule nuit d'Airbnb pour voir ce qui se passe sur place, pour se laisser surprendre, se laisser porter, voir ce qu'on fait, si on change pas. Mais puisque le logement n'est pas encore réglé, autant vivre cette expérience roots jusqu'au bout. Avec nos sacs à dos, nos 2 grosses valises, et puis on y va, quoi. On a des conseils de personnes qui nous indiquent des agences, des sites à visiter, des sortes d'annuaires d'appartements qu'on aimerait visiter. Donc on est très facilement aussi découragé parce qu'à chaque fois qu'on contacte des personnes, ces personnes parlent en indonésien, comprennent assez peu ce qu'on leur demande. Notre budget global pour la période s'établit autour de 5-6 000 euros. Ce qui représente du coup 5-6 mois de loyer en Indonésie, dans une résidence très sécurisée, c'est-à-dire un appartement avec 2 chambres, dans un quartier assez sympa. Certes, on a mis assez de côté et on a pu compter sur l'aide de nos parents, mais on veut se prouver qu'on est capable de faire cette expérience en autonomie. Donc on compte vraiment sur nos finances personnelles pour vivre cette expérience, pour vivre ce semestre-là. Et en fait, on se rend compte que, mine de rien, ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu au départ. Sachant que y a une spécificité très importante en Indonésie. Quand vous cherchez un appartement, vous ne pouvez pas faire des paiements mensuels. C'est-à-dire que, en termes de sécurité, pour que l'agence soit sûre que vous allez payer tout votre loyer sur la période, vous devez payer pour la période. C'est-à-dire que si vous venez pour un semestre, vous payez pour le semestre. Pour nous aider dans ces recherches-là, une idée nous vient en tête. On va contacter le groupe Facebook des Français expatriés à Jakarta. Et très rapidement, on se fait contacter par un certain Erwanto, donc qui nous suggère de contacter l'un de ses amis, qui est lui-même agent immobilier, et qui pourrait nous aider à visiter plusieurs appartements, à faire notre choix sur une résidence qui nous plaît en particulier. On contacte donc Ashwad, qu'on rencontre à plusieurs reprises, qui est très avenant, hyper gentil. Pour le coup, il nous a mis à l'aise très 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 rapidement. Et donc Ashwad nous fait visiter 3 appartements. Et là, on rentre dans un appartement particulier et là, ça a été tout de suite coup de foudre. Enfin, l'appartement est incroyable. On rentre, il y a 2 chambres, 2 salles de bain, des standards, d'une qualité même supérieure à tout ce que j'ai pu visiter à Paris. C'est vraiment incroyable. Un salon qui donne sur une vue dégagée avec des tours au loin. Ça fait un peu skyline new-yorkaise. En contrebas, 2 piscines gigantesques. On voit la salle de sport au loin. Donc, en France, avec notre budget, on n'aurait jamais pu prétendre à ce type d'appartement. Pendant notre visite d'appartement, on n'est pas seul. Très rapidement, Ashwad nous explique que c'est assez commun. Un autre agent immobilier également qui fait visiter plusieurs personnes. Donc voilà, on est entre 5-6 personnes dans cet appartement. Et on se dit que, bon, avec le budget qu'on a proposé, on a quand même des chances d'avoir cet appartement qui a l'air assez prisé.
Le lendemain, à peu près, on est recontacté par Ashwad qui nous dit que la propriétaire est d'accord pour sélectionner notre dossier, qui peut pas nous voir, mais qui est quand même très disponible par email, qui se met à notre disposition si jamais on a quoi que ce soit avec l'appartement. On passe toutes les démarches administratives de manière assez standard, un peu en fait comme à Paris. C'est-à-dire on signe le contrat. Donc le contrat en fait est également tripartite, c'est-à-dire que c'est le management office de la résidence qui le signe, l'agent immobilier qui représente la propriétaire, nous, et également quelque chose d'assez notable en Indonésie, chaque contrat, quel qu'il soit, est tamponné par un timbre d'État qu'on appelle materai, et qui certifie, enfin qui est un petit peu un gage de qualité, de probité du contrat en question. Puisqu'on n'a pas de compte en Indonésie, de compte bancaire en Indonésie, on négocie avec la propriétaire non pas un règlement par cash à travers Ashwad qu'il est censé lui transmettre. On préfère faire confiance à la banque, déposer de l'argent directement sur le compte de Hélène, la propriétaire, et puis on obtient en contrepartie le cachet de la banque qui nous certifie qu'on a bien déposé la somme. Et notre déménagement est prévu pour une semaine après, le temps que les démarches de sortie se fassent avec l'ancien locataire, le temps également de remettre à propre tout l'appartement et que toutes les démarches soient validées par le management office de la résidence. Donc arrive le jour où on est censé intégrer l'appartement. À 9h30, 10h, on envoie un petit message à Ashwad pour lui dire où est-ce qu'il en est, si tout se passe bien, où est-ce qu'on se retrouve, etc. On n'avait pas encore quitté notre Airbnb. Donc on avait encore nos grosses valises sous les bras, mais on n'était pas en route. Ashwad nous répond que pour l'instant, l'appartement n'est pas vraiment prêt, qu'apparemment il est encore en cours de nettoyage. Donc on est OK avec ça. Enfin, on se dit, peut-être que le management office a besoin de plus de temps. Et puis l'après-midi, on recontacte Ashwad qui nous dit qu'il est vraiment désolé, mais c'est toujours pas débloqué, que vraiment il essaie de presser au maximum le management office, mais que malheureusement, il pense que c'est un peu compromis pour aujourd'hui, parce que rien n'est prêt, ils ont pris du retard, et puis c'est un peu dommage, mais il peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Et puis le lendemain matin, une fois de plus, on recontacte Ashwad pour savoir s'il a eu des nouveautés depuis la veille, et là, rien. Donc on attend encore, on attend. Donc on commence pour le coup à partir de l'Airbnb, puis il fallait le libérer. On se réfugie dans le centre commercial qui est juste à côté. Et concrètement, on reste quasiment 5 heures dans le centre commercial, à tourner en rond avec nos valises. Et on se dit, mais là, ça commence à faire long, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ashwad ne répond pas, ni aux messages, ni aux appels. En fait, on voit même que son heure de connexion sur WhatsApp date du matin. Donc là, on se dit, il a peut-être un problème avec son téléphone. Soit il se l'est fait voler, soit il a plus de batterie, mais en tout cas, il est injoignable. Pour prendre de l'avance, on se dit, on va quand même se rendre directement à la résidence. On leur demande s'ils ont vu notre agent immobilier et s'ils ont des nouvelles sur l'avancement de notre dossier, puisque on avait déjà réglé la totalité du loyer, donc on était à jour sur nos paiements. La gestionnaire revient vers nous et nous dit, mais les filles, je suis vraiment désolée, mais votre dossier, on le trouve nulle part. Il n'y a aucune trace de votre nom dans nos fichiers. Votre agent immobilier, Ashwad, on ne le connaît pas. Il n'est pas enregistré chez nous en tant qu'agent immobilier. On ne sait pas comment il a pu intégrer la résidence, comment il a pu vous faire visiter vos appartements. Mais on est vraiment désolé, il n'y a rien à votre nom dans notre base de données. Je suis en état de choc, c'est-à-dire que j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à penser. Je répète, non mais c'est pas possible ce qui nous arrive. On avait mis toutes nos économies dans cet appartement. Mon amie est complètement choquée aussi. Elle commence à avoir les larmes aux yeux. En plus, c'est une amie que j'ai jamais vue dans cet état-là. Donc ça ajoute un petit peu à mon état. En fait, c'était un état où j'arrivais plus. J'avais plus de réaction. C'est-à-dire que j'étais gelée, quoi. C'est super bizarre à décrire, mais j'arrivais plus à faire quoi que ce soit. On était assises et je pense que si j'avais été debout, j'aurais été retrouvée par terre, quoi. On était blême. On était à
Abasourdi, je pense que c'est le mot. On a signé un contrat qui est tamponné par un timbre d'État, tripartite. On a visité les apparts, donc on a vu l'appart sur lequel on a signé le contrat. On l'a vu, il existe. Et puis en plus, on avait discuté avec la propriétaire par mail. Le mail correspondait bien à son identité, qui était reprise sur le contrat, qui était reprise également sur le compte bancaire sur lequel on a déposé de l'argent quand même. Donc on n'est pas folle. À ce moment-là, on se dit non, rationnellement, c'est impossible. On est allé dans l'agence bancaire la plus sécurisée du pays. On a déposé de l'argent sur un vrai compte qui existe. On se dit, il y a eu un malentendu. Le transfert d'informations ne s'est pas fait avec le management office. Ils n'ont pas encore reçu le contrat et c'est pour ça qu'ils disent qu'on n'existe pas dans leur base de données. Non. On apprend par la même occasion que le vrai propriétaire de l'appartement qu'on a vu n'est pas du tout Hélène. C'est-à-dire que Hélène n'apparaît pas non plus dans la base de données des propriétaires de la résidence. Et puis, une idée comme ça qui nous traverse l'esprit. On se dit que juste à côté, on se rappelle qu'il y a un restaurant français. Alors jusqu'à présent, on n'a pas pu y aller. Jusqu'à présent, quand on y passe, on ne trouve personne. Mais là, on se dit, on a quand même besoin d'aide. C'est-à-dire que notre premier réflexe, c'est quand même... finalement, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'à l'étranger, quand il arrive quelque chose, le premier réflexe, c'est quand même de se tourner vers des personnes qui nous comprennent, qui viennent de chez nous, qui parlent le même langage. Donc ça, c'est tout de suite, voilà, on s'accroche à ce qu'on connaît. Donc on va dans ce restaurant et donc là, on tombe sur 2 personnes qui nous offrent un verre, qui nous offrent de quoi grignoter et pourtant, il n'y avait rien qui passait, quoi. L'urgence, c'est de savoir où est-ce qu'on va dormir le soir même. Et donc là, l'une des 2 personnes accepte de nous héberger pour le week-end, le temps juste qu'on puisse se remettre un petit peu de nos émotions, puisque dès le lendemain matin, ces 2 personnes nous proposent de retourner dans cette agence bancaire pour essayer de trouver des nouvelles informations. Et en fait, par chance, la gestionnaire de banque se rappelle très bien de nous aide et nous donne des informations confidentielles qui auraient pu lui coûter son poste finalement. Elle accepte de nous donner l'identité réelle de la personne sur laquelle on a versé le compte. C'est un compte réel, c'est pas un compte écran par exemple. C'est un compte sur lequel chaque mois il y a de l'argent qui est déposé, donc un salaire qui existe. C'est un compte qui est très réglo, qui est standard, basique. Et c'est une personne qui n'a pas eu de problème avec la banque pour d'autres situations connues ou pas. Elle accepte de nous donner les autres comptes bancaires associés à cette personne. Elle accepte de nous dire également de manière très bizarre que l'argent qu'on a déposé il y a quelques jours a été transféré 10 minutes après sur un autre compte. Elle nous donne l'IBAN de cet autre compte. On suppose très fortement que ce compte-là appartient à l'agent immobilier avec lequel on a fait notre deal. Et chose importante aussi, la gestionnaire nous donne le numéro sur lequel on peut contacter la propriétaire. Donc là, on décide de l'appeler tout de suite. Ce sont les Français qui sont avec nous, qui lui parlent directement en indonésien. Ça la met à l'aise, c'est plus simple. Et en fait, on se rend compte que au fur et à mesure de la conversation, elle raccroche. C'est-à-dire que ils essaient d'appeler à plusieurs reprises. Ils ont un bout de conversation, elle raccroche systématiquement. Et quand ils nous expliquent ce qui s'est passé, ils nous disent que non, elle a rien à voir avec ça, elle est innocente, elle sait pas ce qui se passe, c'est quoi ces histoires. Et donc ils nous rapportent ça, ils nous rapportent ce qu'elle a dit, et en fait on se retrouve dans une situation où personne ne comprend quoi que ce soit. C'est-à-dire que on se dit oulala, mais ça commence à devenir compliqué. On profite du fait que les Français soient avec nous et on enchaîne sur la police. On se dit on va jusqu'au bout, on porte plainte. Là, c'est pas possible. On peut pas rester sur une situation aussi incertaine que celle-ci. On porte plainte spontanément contre Ashwad, puisque la situation n'est pas claire du tout, et c'est la première personne vers laquelle on peut se tourner. C'est la première personne à qui on est censé demander des explications. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une posture où on attend. Première chose qu'on fait, on cherche un Airbnb pour les nuits suivantes. On appelle nos parents pour débloquer des fonds en urgence. Donc on termine le week-end, on arrive le lundi, et puis on se dit, on va quand même aller à l'ambassade de France, même si on a déposé plainte, on va voir ce qu'ils peuvent faire pour nous, éventuellement s'ils ont des conseils, des situations déjà comme ça et sur lesquelles il y a une procédure spécifique.
Et là, grosse déception, l'ambassade nous dit que c'est une affaire privée, qu'ils ne peuvent pas nous aider, que c'est un petit peu tant pis pour nous, en quelque sorte, mais que la prochaine fois, au moins, on fera plus attention et que, voilà, ils peuvent rien faire pour nous et ils nous aideront pas dans tous les cas. Et puis, le Management Office nous aide dans nos recherches et justement, il joue aussi une sorte d'intermédiaire de négociation pour qu'on puisse exceptionnellement, pour le coup, payer de manière mensuelle, alors que ça se fait pas du tout en Indonésie. Toute cette situation se débloque en une semaine pour le deuxième appartement, qui est plus modeste, mais qui est toujours dans la même résidence. Donc on emménage assez rapidement. À ce moment-là, on n'a toujours pas démarré les cours, mais très prochainement, ça va pas tarder, puisqu'on arrive sur le mois de septembre. Rien ne bouge, on attend toujours des nouvelles de la police, on sait pas ce qui se passe, pas de nouvelles non plus du côté d'Ashwad. Du coup, on se dit, bon, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, on va essayer de faire nos propres recherches par nous-mêmes. Et premier réflexe, je contacte Erwanto, donc l'ami d'Ashwad qui nous avait mis en contact avec cet agent immobilier sur Facebook. Il voit mes messages, mais il ne répond pas. Donc Erwanto n'avait pas de photo de profil ni sur son compte Facebook ni ailleurs, et aucune photo où on peut l'identifier clairement. Mais on retrouve des photos de voyage où une autre personne est présente, et en fait on se rend compte au fur et à mesure des recherches et des clics que cette personne est belge. On contacte ce Belge sur un autre réseau, donc sur Instagram, puisqu'on a réussi à faire le lien, et on demande à ce fameux Belge de nous transmettre des photos de son ami de voyage. Au début, il refuse, il comprend pas, mais on lui explique la situation. On a très très peu d'informations. Ils se sont juste rencontrés en voyage récemment au Vietnam, et en fait, c'est une rencontre de voyage comme on a l'habitude d'en faire en auberge de jeunesse ou autre. Mais au-delà de ça, ils se connaissent pas vraiment. Et puis, au fur et à mesure de nos échanges, il accepte et il nous donne des photos de face de Erwanto. Et en fait, là, on se rend compte que la personne qui nous avait contacté sur Facebook, Erwanto, pour nous donner le contact de son ami agent immobilier, Ashwad, en fait, c'est la même personne. Et on continue nos recherches toujours sur Internet. À travers nos recherches également, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un lien entre Hélène, donc la propriétaire, et Ashwad / Erwanto. On a creusé sur plusieurs réseaux, et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont fait la même école, qu'ils sont diplômés de la même école d'ingénieurs, de la même promotion, de la même année, qu'ils se connaissent déjà de longue date. C'est-à-dire qu'ils font partie du même club informatique de cette école d'ingénieurs. On les voit bras dessus, bras dessous dans des sorties scolaires, etc. Mais on se dit, bon, il y a quelque chose de plus que la simple connaissance scolaire, comme on peut en avoir des centaines, quoi. Donc voilà, ils ont l'air d'être amis, ils ont l'air de bien se connaître. Et donc là, on se dit, deux pistes possibles. Soit les deux sont complices et on s'est fait autant arnaquer par Erwanto / Ashwad que par Hélène. Soit en fait, Hélène lui fait tellement confiance qu'elle lui a cédé, entre guillemets, l'utilisation de son compte bancaire qui a rendu possible le fait de monter cette arnaque avec le faux contrat et le faux compte bancaire. La police, entre-temps, nous apprend qu'ils ont continué leur enquête, qu'ils ont convoqué Hélène, donc la fausse propriétaire, au commissariat, qu'ils l'ont entendue et qu'apparemment, elle n'a rien à voir dans cette affaire. Donc du coup, la deuxième hypothèse qu'on avait est assez rapidement écartée, puisqu'apparemment, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Et on soupçonne qu'elle a appelé Erwanto entre-temps. Et moi, je soupçonne ça. Pourquoi ? Parce que quelques jours plus tard, je reçois un message assez flippant, très bizarre sur mon téléphone. Et concrètement, je comprends que c'est Erwanto qui nous menace, qui nous dit que ici, c'est l'Indonésie, qu'on connaît personne, que c'est très facile de payer quelqu'un pour nous mettre une balle dans la tête ou nous trancher la gorge,
qu'on n'a pas intérêt à continuer à le chercher parce que sinon ça va très mal se passer pour nous, qu'il sait exactement où est-ce qu'on habite, qu'il nous a suivis, qu'il connaît nos habitudes, qu'il sait exactement où est-ce qu'on étudie, dans quel contexte on étudie, à quelle heure on fait nos trajets, etc. Donc là, on commence un petit peu à être pas sereine du tout. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et on pense peut-être que c'est du bluff, mais sur le coup, on n'est vraiment pas tranquille. On se dit, il a nos photocopies de carte d'identité, il a des photos de nous, il nous a rencontrés, il peut nous reconnaître dans la rue, il sait dans quelle résidence on habite. Avec ces informations, tout de suite, premier réflexe, on prévient la police, on leur transmet la capture écran du message que j'ai reçu. En parallèle également, on contacte l'université sur place pour les prévenir. L'université très réactive qui active ses avocats pour essayer de suivre un petit peu l'affaire, d'accélérer les procédures avec la police. On contacte également notre école en France pour les prévenir que potentiellement il y a eu une menace de mort contre nous et que là, ils doivent concrètement se coordonner avec l'ambassade et avec l'université sur place pour suivre un peu ce qui nous arrive, quoi. Pendant tout ce temps, nous, on avait déjà commencé les cours, tous les jours, on se rend à l'université. On est méfiante, mais on se dit, ça ne doit pas impacter notre expérience en Indonésie et on va vivre cette aventure à fond. Donc dans tous les cas, faut pas se laisser abattre et on continue coûte que coûte à avoir une vie la plus normale possible. On continue d'aller en cours, on continue de se balader, de découvrir la ville, on continue d'aller au restaurant le soir et de faire des rencontres. Voilà, on ne s'interdit absolument pas de vivre malgré le risque potentiel qui pèse sur nous. Et le risque devient d'autant plus concret puisque au fur et à mesure des avancées de la police, on se rend compte que en fait, Erwanto n'en est pas à son premier coup du tout, qu'il n'avait plus de job depuis 5 ans déjà, qu'il vivait sur les arnaques d'expatriés sur lesquels il se faisait des milliers d'euros à chaque fois. Ça représente vraiment énormément d'argent en Indonésie. Et qu'en plus de ça, l'entreprise qu'il venait de quitter il y a 5 ans a également été arnaquée par lui puisqu'il est parti avec l'équivalent de 10 000 euros en cash et qu'en plus de ça, il a volé du matériel informatique sur place. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 mois qui s'écoulent. C'est-à-dire que pendant ces 2 mois, aucune nouvelle ni de la police, ni même de Erwanto qui ne nous a pas recontactés entre-temps. Donc là, l'affaire est totalement au point mort. Ça ne nous empêche pas de continuer à planifier nos voyages. Typiquement, on a pu aller à Lombok, on a pu aller à Bali, on a pu aller à Yogyakarta. Enfin, on ne s'interdit pas de visiter l'Indonésie parce que potentiellement notre sécurité est menacée. Non, on continue et on se dit, il arrivera ce qu'il arrivera, peu importe, mais là, c'est une expérience incroyable qu'on est en train de vivre et cette affaire n'est pas censée entacher cette aventure-là. Et d'ailleurs, en France, notre statut était double puisqu'on était à la fois étudiante mais également en alternance. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça qui nous a un peu sauvés puisqu'on a pu, au fur et à mesure du temps, se remettre de cette situation financière qui nous avait plomber nos économies en début d'aventure. Ça restait dans un coin de notre tête, mais au moins, voilà, c'était quelque chose qui était un peu sorti de notre esprit. Pendant tout ce temps-là, quand même, on reste en contact très fréquent avec les Français qui nous ont aidés en début d'expérience. On les voit très régulièrement, enfin quasiment toutes les semaines. Soit on dîne ensemble, soit on les croise dans la résidence, parce que vraiment, on voulait rester dans cette résidence pour cette raison-là aussi. Donc notamment Mathieu qui a été vraiment d'un soutien très 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 régulier et qui continue de nous demander des nouvelles sur cette affaire. Cette affaire d'ailleurs qui n'en finit pas alors qu'on est très prochainement censé rentrer en France. Et pour le coup, là, il commence un peu à s'impatienter et à nous dire mais attendez, là c'est pas normal que la police n'avance pas. Est-ce que c'est parce que vraiment ils bloquent ou alors ils ont laissé tomber cette affaire ? Et tout de suite, il se propose d'activer ses contacts. C'était une carte en fait qu'il avait à jouer et dont il nous avait parlé dès le début, mais qu'il n'allait activer que si vraiment l'affaire se révélait être une impasse.
Donc il active ses contacts et il s'avère qu'il connaissait très bien le chef de la police nationale. Tout de suite, ils nous disent qu'ils arriveront avec des preuves rapides prochainement. Il avait été affiché comme une sorte d'ennemi public numéro 1, qu'il était interdit de sortie de territoire, qu'ils avaient des photos et des vidéos de caméras de surveillance et de distributeurs de banque. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient déployé tout ça et c'est ça qui a débloqué toute l'affaire. Et une dizaine de jours après, on reçoit un coup de fil de Mathieu, puisqu'à chaque fois qu'on traitait avec la police pour la barrière de la langue, c'était Mathieu qui traduisait. Donc, il nous appelle directement pour nous dire que la police nationale a trouvé Erwanto et qu'il a été convoqué au commissariat et que là, si on est disponible tout de suite, il faut venir pour une confrontation. Et on se trouve dans un état super bizarre, à la fois de... Il y a quelque chose qui se débloque, qui se délivre. On se dit, ah, quand même, on va voir la fin de cette histoire, on va voir la fin de cette affaire. Mais d'un autre côté, on appréhende beaucoup parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Enfin, comment ça va être, etc. Sachant que pendant toutes ces semaines-là, moi, dans ma tête, je ruminais ce que j'allais lui dire. Et à chaque fois, je me disais, ah, mais si je le vois dans la rue ou autre, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, je vais lui dire à quel point il a trahi ma confiance, à quel point j'ai été déçue de lui, que c'est inacceptable, qu'on méritait pas ça. Enfin, je m'étais fait une montagne de cette histoire et je pensais à chaque fois à ce que j'allais lui dire. Et donc là, en fait, c'était la concrétisation de quelque chose. Un peu comme c'était une sorte de climax. On arrivait à un dénouement. Enfin, il y avait quelque chose qui allait se passer. On voulait le laisser s'expliquer, on voulait le laisser s'exprimer par rapport à ça parce qu'on comprenait pas vraiment. Donc là, on arrive au commissariat, on dépose toutes nos affaires à l'entrée, nos téléphones, nos affaires personnelles, quoi que ce soit qui puisse être préjudiciable à l'affaire. On rentre dans la salle et là, on est super choqués. On voit Erwanto qui est menotté au bureau, la tête baissée, qui a vraiment l'air mal. En fait, le Erwanto que j'avais vu, avec lequel on avait fait notre deal, c'était une personne jeune, hyper dynamique, très très branchée, tirée à 4 épingles. Alors que là, la personne qu'on a devant nous, c'est pas du tout ça. C'est une personne qui est affaiblie, qui a la tête baissée, qui n'ose pas nous regarder, qui a perdu peut-être une 20aine de kilos entre-temps, qui a l'air très 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 faible, malade, qui est pâle. Et vraiment, on voyait que la peau sur ses os. C'était une personne on aurait pu le croiser dans la rue sans le reconnaître, quoi. C'était choquant, c'était invraisemblable. Et donc là, on entre dans la pièce, on s'installe. Et donc là, les policiers s'approchent de nous, nous parlent en aparté. Donc Mathieu qui fait toujours la traduction. On apprend que les policiers ont un petit peu interrogé Erwanto avant notre arrivée au commissariat, qu'apparemment il a été foudroyé par une maladie pendant ce laps de temps. Ça l'avait transformé. Juste avant notre arrivée également, Erwanto avait tout avoué. Et là, les policiers enchaînent tout de suite pour nous dire est-ce que vous voulez lui parler? Je suis tellement choquée que je reste un petit moment sans parler, j'osais même pas le regarder dans les yeux. Lui, il avait toujours la tête baissée. Et là, ce qui m'empêchait de m'énerver justement contre lui, c'était que il était tellement faible et la situation était tellement inattendue, en fait. Limite, on chuchotait, en fait. L'atmosphère était très, très lourde. Et surtout, il me répond qu'il est désolé. Et là, il commence à pleurer. Qu'il est vraiment désolé, qu'il aurait jamais dû faire ça, qu'il regrette énormément. Et surtout, ce qui met tout de suite en avant, c'est son état de santé. En fait, c'est comme si d'une manière ou d'une autre, c'est comme s'il nous faisait comprendre qu'il avait été puni par le karma en quelque sorte, que là, son état de santé s'était tellement dégradé que probablement qu'il allait bientôt mourir, que la seule attente, le seul espoir qui lui restait, c'était de retrouver sa famille avec qui il était en froid. Qui voulait absolument les voir avant de potentiellement mourir et que vraiment là il n'était pas fier ni de ce qu'il nous avait fait ni de la situation dans laquelle il se retrouvait aujourd'hui. Et donc là ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de notre échange, on constate que les policiers
écoutent attentivement l'échange, qu'ils essaient de capter quelques bribes en anglais, puisque voilà, on discutait avec Erwanto en anglais. Mais également, en fait, ce qui me choque, mais plutôt a posteriori, c'est que je ne les vois pas intervenir dans la situation. Ils attendaient qu'on finisse d'avoir nos explications. Et en fait, c'est à la fin de cet échange que les policiers, du coup, nous reparlent et nous demandent, ok, concrètement, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire de lui ? Et donc là, tout de suite, on est très déstabilisés. Enfin, comment ça ? Qu'est-ce qu'on veut faire de lui ? Enfin, on comprenait pas. On était parachutés. On était en apesanteur dans cette pièce et on comprenait pas. Et là, il nous explique, mais ok, est-ce que vous voulez juste récupérer votre argent ? Est-ce que vous voulez faire en sorte qu'il soit relâché ? Est-ce que vous voulez faire en sorte qu'il soit emprisonné ? On comprend qu'on a une sorte de pouvoir sur l'issue qu'on peut donner à cette affaire. Parce que on est, en tout cas, les seules personnes arnaquées qui ont porté l'affaire devant la police, hormis l'entreprise que Erwanto a quittée. Et tout de suite, on essaie de remettre les choses à plat. On dit que on connaît pas l'Indonésie, qu'on connaît pas les lois de ce pays, qu'on veut pas avoir d'histoire ici, que on veut repartir tranquille. On veut juste que la situation revienne à ce qu'elle était au départ. C'est-à-dire, on veut juste récupérer notre argent. Et puis après, on laisse Erwanto dans les mains de la justice comme on l'aurait fait en France, en fait. C'est-à-dire que en aucun cas, on voulait influencer l'affaire. Donc, il appelle une de ses amies qui arrive au commissariat un petit peu en catastrophe, qui comprend rien du tout à ce qui se passe, qui n'est pas au courant que Erwanto est impliqué dans plusieurs affaires d'arnaque. Pour elle, Erwanto, c'est une personne qui travaille dans un hôtel de luxe. Donc là aussi, il avait menti une fois de plus. Ses amis ne connaissaient absolument rien de ses activités, ne le connaissaient pas lui-même en réalité. Et en fait, on se rend compte que tout au long de cette affaire, et encore ce jour-là, Erwanto continue de mentir, d'être dans un déni de la réalité où il ment à tout le monde sur qui il est vraiment. Et donc cette amie vient en catastrophe, c'est elle qui retire l'argent sur les cartes, les différentes cartes bancaires de Erwanto au distributeur. Elle nous remet la totalité de notre argent. Et puis, chose bizarre aussi, on discute avec cette fille, super sympa, spontanée, gentille, entière. On garde contact avec elle et puis on se dit que avec cet argent, certes, c'est juste 1 mois qui nous reste en Indonésie. On va peut-être pouvoir faire un petit voyage de plus, mais on va également surtout rembourser nos parents qui nous ont fait une avance en trésorerie assez conséquente pour nous empêcher de sombrer, on va dire. Mais voilà, c'est une demi-victoire surtout, ce que j'en retiens. Une semaine après la confrontation au commissariat, on décide, à travers Mathieu, toujours, qui joue le rôle de traducteur, de contacter cette fille, surtout pour avoir des nouvelles de Erwanto. On voulait qu'il aille bien. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'on aurait eu toutes les raisons de le détester. Hein. Finalement, il nous avait arnaqué, il nous avait pourri nos 3 mois. On n'avait aucune raison d'avoir une quelconque empathie pour lui. Mais quand même, je voulais vraiment dépasser ça et me dire que peut-être qu'il allait mieux. Cette fille nous apprend que Erwanto est effectivement à l'hôpital. On comprend entre-temps que en fait, Erwanto était totalement fauché, puisque alors, d'une part, il avait dû nous rembourser, il avait dû potentiellement aussi rembourser son ancienne entreprise, ou alors il avait tout flambé. Mais en tout cas, il était sans ressources. Contrairement à la France, en fait, en Indonésie, tous les frais d'hospitalisation ne sont pas couverts par une quelconque sécurité sociale, mais tous les frais sont avancés par les personnes elles-mêmes ou par leur assurance. Donc, on se rend compte que pour couvrir les frais d'hospitalisation de Erwanto, son ami avait monté une cagnotte auprès de son cercle proche d'amis pour cotiser, en quelque sorte, et couvrir ses frais d'hospitalisation. Spontanément, alors une situation un petit peu inattendue, spontanément, elle nous propose de participer à cette cagnotte. Et je vous avoue que j'ai quand même hésité un petit peu. J'ai eu un petit moment d'hésitation. Ouais, quand même, ça se fait pas. Il est humain avant tout. Certes, il nous a arnaqués, mais il faut aller au-delà de ça. Il est vraiment dans le besoin. Il a besoin de nous. Je peux faire quelque chose pour l'aider.
Après, je me dis, bon, quand même, faut pas déconner. Il nous a quand même fait vivre 4 mois horribles. Non, enfin, je ne lui souhaite pas de mal. Je ne lui souhaite pas non plus, je vais pas l'aider non plus dans son rétablissement, quoi. Donc, c'est une affaire qui n'est plus de mon ressort. S'il a des amis qui peuvent l'aider, tant mieux, mais je vais pas faire quoi que ce soit pour l'aider en plus. Quelques jours après, on rappelle cette fille pour lui demander où est-ce que ça en est au niveau de la cagnotte et de l'état de santé de Herwanto. Et là, elle nous apprend que malheureusement, de son côté, elle n'a plus assez de ressources pour pouvoir continuer à aider Herwanto, mais ses amis également, et que ce sera probablement la dernière nuit qu'ils lui paieront à l'hôpital. Et apparemment, Herwanto lui aurait dit « Ok, ben, je comprends, vous avez fait le maximum, merci beaucoup, merci pour votre soutien, mais je vais essayer de me tourner vers ma famille, voir si je peux renouer le contact avec eux pour qu'ils puissent m'aider, pour que je puisse les voir et pour que je puisse aller mieux, in fine. » 3 jours après, on rappelle cette fille en question, et là, elle nous apprend que elle n'a plus de nouvelles d'Herwanto. Il ne répond plus. Ça nous met un petit peu la puce à l'oreille. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est finalement décédé ? Est-ce qu'il a pu aller chez ses parents ? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et en fait, elle n'en avait aucune idée non plus. Donc, elle se décide à appeler l'hôpital en question pour demander au médecin qui traitait le cas d'Herwanto quel était son état de santé. Et en fait, là, le médecin lui apprend que Herwanto a quitté l'hôpital déjà depuis 4 jours et qu'il n'est plus dans cet hôpital depuis tout ce temps-là. Donc en fait, on en conclut que Herwanto continuait d'envoyer des messages à son ami pour lui dire « Ok, je comprends, merci beaucoup pour votre aide, votre soutien », alors qu'il n'était plus à l'hôpital. Ils continuaient tous à payer ses frais d'hospitalisation alors qu'il n'était plus à l'hôpital. Et là, on se dit « Non mais c'est pas possible !» Quand est-ce qu'il va s'arrêter, quoi ? Où est le gag, en fait ? Il continue de mentir à ses proches, il continue de mentir à ses amis. À partir de ce moment-là, on n'a plus de nouvelles de l'état d'Herwanto parce que la fille, enfin son ami, n'avait plus de nouvelles non plus. C'est-à-dire qu'il s'était évaporé. C'est-à-dire on ne savait pas s'il était décédé, mais auquel cas je pense qu'on l'aurait quand même appris de la part de l'hôpital. On savait pas s'il avait quitté l'hôpital avec sa valise sous le bras pour aller voir ses parents. On savait pas s'il avait s'il avait fait le choix de se transférer directement dans un autre hôpital. On avait totalement perdu sa trace. Encore aujourd'hui, il y a quelques parties du puzzle qui sont pas très claires, qui sont pas très nettes. Et on a essayé d'avoir quelques clés de compréhension pour démêler le vrai du faux de toute cette affaire. Et même quand on était en Indonésie, on a pu avancer un petit peu à travers nos différentes suppositions. En fait, comment il avait réussi à nous faire entrer dans cette résidence ? Je pense que lui-même s'était fait passer pour un locataire potentiel. Mais au-delà de ça, je pense qu'il s'était présenté à un autre vrai agent, pour le coup, ce qui explique la présence de l'autre agent pendant la visite. Et il lui avait dit, en gros, je pense, écoute, j'ai 2 amies françaises qui parlent pas indonésien, mais là, je leur sers de traducteur. J'aimerais bien qu'elles visitent cet appart. Est-ce que tu es d'accord pour que je vienne en tant qu'amie ? Alors que nous, il s'était présenté à nous en tant qu'agent immobilier. Et donc, je pense qu'il a joué sur cette part d'ombre, c'est-à-dire ce double rôle qu'il avait pendant les visites, à la fois d'agent immobilier envers les personnes qu'il a arnaquées et à la fois de facilitateur de visite envers les vrais agents qui pour le coup avaient eux les clés et les accès aux résidences. Sur le coup, quand on est arnaqué, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, dans le sens où qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte pour me faire avoir à ce point. Et en fait, je pense que c'est un réflexe naturel. On se sent le premier coupable de cette affaire, en mode comme si j'aurais dû faire plus attention, etc. Franchement, même quand j'y repense aujourd'hui, je me dis qu'il avait très très bien rodé son plan, quoi. Enfin, c'était quasiment infaillible. C'est-à-dire que si on lui avait donné de l'argent en cash, on ne l'aurait jamais retrouvé. De la même manière, s'il n'avait pas fait cette erreur, ce petit détail, de nous contacter sur Facebook avec son vrai nom et de transmettre apparemment, soi-disant, à son ami avec un faux nom,
s'il avait bien verrouillé cette partie-là, on n'aurait jamais eu le fin mot de l'histoire également. Donc en fait, il a laissé quelques indices qui nous ont permis de remonter toute la piste. Mais quand même, je trouve ça très très bien monté. C'est-à-dire que les contrats étaient à la ligne, à la virgule près, identiques à ce que le management office avait l'habitude de livrer. Il était tamponné par un timbre d'État. Mine de rien, si ça avait été à refaire, je l'aurais fait de la même manière. Et justement, cette expérience-là, elle fait partie intégrante de ce que j'ai vécu en Indonésie. Je ne peux pas réduire mon expérience en Indonésie à ça, mais inversement, je ne peux pas évoquer mon expérience en Indonésie sans ce qui m'est arrivé. J'avais peut-être été un peu naïve, un peu rêveuse sur des expériences à l'étranger. Là, tout de suite, dès les premiers jours, ça m'a remis sur terre, quoi. Ça m'a fait une sorte de claque qui m'a permis d'arrêter de cette naïveté peut-être un peu infantile que j'avais, cette confiance que je voulais absolument découvrir, cet émerveillement en fait. Je pense que c'est ça le mot. J'étais émerveillée par cette expérience et là tout de suite ça m'a remis dans la réalité. Là pour le coup j'ai eu l'impression de gagner 2 ans de maturité en quelques mois. Ça a beaucoup changé ma manière de fonctionner aussi. Quand je sens qu'il y a des trucs un peu bizarres, j'y vais pas. Je me fie beaucoup plus à mon intuition, à mon instinct. Mais d'autre part aussi, je me laisse plus surprendre. C'est-à-dire que maintenant, quand je voyage, je vais moins préparer de manière totalement contrôle fric mon voyage. Parce que dans tous les cas, je sais qu'il va m'arriver des choses incroyables et que je ne vais absolument pas pouvoir détecter en amont, que je ne vais pas pouvoir anticiper. Et justement, je me laisse cette part d'ombre, je me laisse cette part de surprise. Cet épisode de Transfert était signé Judith Chétrit, la musique était de David Aknin et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie Pojman-Pontet pour son aide à la production. Si cette histoire vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast ou le site d'Audible, notre sponsor, ou écoutez-nous sur SoundCloud, YouTube, n'importe quelle appli de podcast. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux de Slate, de Louis, sur le compte Instagram de Transfert Podcast, ou sur mon compte Instagram, @chapullo. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast@slate.fr. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.